Bonjour. Quand la Chine s'est éveillée aux échecs, voilà le titre de la nouvelle série de vidéos que je vous propose euh, maintenant. Une série de 4 vidéos consacrées tout simplement aux joueurs d'échecs chinois. Un petit historique, mais aussi en parlant des deux joueurs chinois qui vont être candidats au titre mondial, qui vont disputer le tournoi des candidats au mois de mars 2020, à savoir Lin Direng et Wang Hao. Donc là, c'est une partie que je vous propose, qui est une partie historique pour l'histoire des échecs chinoises, échecs chinois, pardon, puisque c'est la partie qui a révélé la Chine au monde des échecs, la partie entre Liu Wenze et Yan Hein Donner lors des Olympiades de Buenos Aires. La partie s'est disputée le 2 novembre 1978 et c'est la première participation de la Chine aux Olympiades après tout simplement n'y avoir jamais participé. Les échecs d'ailleurs étaient vraiment en pleine naissance en Chine. Ils avaient été interdits pendant la révolution culturelle et donc en 1978, eh bien, les Chinois envoient une équipe disputer donc les Olympiades qui avaient été gagnées, on rappelle, par la Hongrie face à l'Union soviétique. Et ces Chinois avaient terminé à la 20e place de ce tournoi, là où la France avait terminé 36e, quand même, hein, c'est dire. Et les Chinois avec des joueurs qui n'étaient pas classés, à l'époque le classement international était à 2200 points Elo, le meilleur joueur qui était à 2400, et bien les Chinois avaient quand même réussi à accrocher de solides équipes comme Cuba ou même donc les Pays-Bas, puisque le match entre la Chine et les Pays-Bas s'est terminé par un 2 partout. Donc on est dans ce contexte d'une renaissance, j'allais dire, euh, sur le plan culturel, intellectuel et sportif en Chine. Hein. Nous sommes après euh, 2 ans après la mort de Mao. Deng Xiaoping n'est pas encore complètement au pouvoir hein, dans la Chine de 1978. On est encore dans une lutte pour la succession de l'ancien dirigeant chinois. Mais en tout cas, Deng Xiaoping prend quand même le dessus. Lui qui a mené déjà une timide ouverture à la fin de la période de Mao, hein, après avoir connu, en tout cas après être revenu aux affaires après une courte disgrâce. Donc la Chine, donc justement, participe aux Olympiades. Et donc je vous propose dans ce contexte évidemment d'analyser une partie qui est assez courte, hein, puisqu'elle a duré une vingtaine de coups, entre Liu Wenze et Yan'an Donner. Donc Liu a les blancs, ou Liu qui est décédé, je crois que c'était en 2003 ou quelque chose comme ça, a été l'un des vraiment des premiers joueurs chinois j'allais dire à jouer des compétitions internationales, même si les Chinois jouaient assez peu à l'époque. Donc Liu a les blancs et Donner qui est un grand maître expérimenté qui avait disputé beaucoup de forts tournois dans les années 60, qui était 2495, je crois, quelque chose comme ça, en tout cas un petit peu moins de 2500. Donc, évidemment, face à un adversaire qu'il ne connaît pas, qui d'ailleurs aussi pense qu'il est beaucoup moins faible. Il faut savoir qu'entre la Chine et les Pays-Bas, il y avait 250 points d'écart en moyenne. Eh bien, Donner est prêt à beaucoup de choses pour gagner, et notamment à déséquilibrer. Donc Liu a les blancs, il joue E4, et Donner joue D7, D6, donc il joue la défense Pirc, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, donc l'ouverture, une ouverture typique pour qui veut justement jouer un système asymétrique. Hein, c'est jouer une défense qui aujourd'hui n'a plus une très très grande réputation, il faut le dire, mais qui avait connu quand même une certaine estime à la fin des années 70. Voilà, et notamment parce que c'est vrai que c'était une ouverture qui était relativement moins analysée que d'autres, évidemment. Fou E2, fou G7, et là Liu joue G4, et c'est ce coup qui inaugure ce qu'on appelle l'attaque chinoise, même si ce coup avait été joué avant.
Donc là l'idée elle est simple, c'est qu'on va pousser les pions à l'aile roi et on va attaquer. Donc les noirs, c'est évidemment une suite très agressive, une suite très affaiblissante, parce qu'évidemment là, les blancs renoncent quasiment à roquer à l'aile roi. A noter qu'on peut avoir une idée à peu près similaire avec un coup qui était déjà plus connu à l'époque, c'est H4. H4, donc avec l'idée de jouer H4, H5. Alors, la théorie à l'époque disait qu'il fallait sans doute jouer cavalier C6. Là, on préfère peut-être de jouer H5. Bon, H5, peut-être qu'on peut jouer des coups comme F3, cavalier H3, Fou E3, enfin voilà, je ne vais pas y revenir. Donc G4, c'est un coup direct, et là, Donner joue H6. Donc l'idée, c'est évidemment de contrer G5 en prenant G5. Alors est-ce que c'est le bon coup c'est pas le meilleur coup. Après, il y a d'autres coups qui ont été joués. Sur H5, sur G5, cavalier F6, D7. Cavalier A6 est proposé. Sur G5, il y a cavalier D7. Et les noirs vont jouer C5. On peut même proposer de jouer immédiatement C5. Ou même aussi une partie que j'avais vue dans le livre de Jacques Monnier, que c'était la défense pire qu'en 60 parties. Eh bien, Serawan contre Kovacevic lors du tournoi du Vishkanze en 1980 avait joué C6. Voilà, en fait, il avait joué donc un coup plus prudent, mais en fait, l'idée c'était de contre-attaquer à l'aile dame, de pousser les pions à l'aile dame, et on laissait en fait la colonne H aux blancs. Puisque les blancs avaient joué après G5, cavalier D7, H4, B5, H5, tour G8, et H prend G6, H prend G6. Alors le débat c'est de savoir si H6 ou H8 est plus fort. Alors évidemment les modules donnent un net avantage aux blancs, mais les choses sont peut-être beaucoup plus compliquées que l'ordinateur veut bien pardonnez-moi le reconnaître. En tout cas, c'est des positions qui sont très déséquilibrées, ça c'est certain. Donc on revient à la partie, on joue H6, H3, C5, donc là les noirs contre-attaquent, D5. Et là, ici, Donner va jouer un coup qui est petit roc. Alors à noter qu'on peut jouer sans doute petit roc après G4, mais là ce coup est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le coup H6, et H6 c'est un coup qui affaiblit en fait le roc noir. Et Donner a sans doute évidemment sous-estimé le prochain coup blanc. Alors soit on peut jouer cavalier A6 avec l'idée de jouer cavalier C7, soit l'idée de jouer E6 pour essayer justement de peut-être de s'en prendre au pion D5, de faire quelque chose. Mais petit roc, et bien en fait là les blancs vont jouer un coup qui leur permet de prendre un avantage très sensible, c'est H4, H3, H4. Évidemment un coup inattendu pour Donner, qui pensait peut-être qu'après un coup comme Fou E3, les noirs pourraient essayer de jouer par exemple A6 B5 ou quelque chose comme ça, ou jouer E6. Voilà, et c'est vrai que E6, ça peut ouvrir la position au centre et profiter de la situation du roi blanc. Mais là, H4, les blancs certes ont joué deux coups pour pousser le pion sur cette case là, mais en fait ils profitent de la mauvaise disposition des noirs à l'aile roi. Les noirs jouent E6 pour essayer de réagir, G5, H prend G5, H prend G5 et la cavalier 8. Donc deuxième erreur de la part de Donner, c'est ce cavalier là. Il fallait sans doute jouer cavalier H7 avec l'idée de jouer tour E8 et cavalier F8. Après dame D3, tour E8, dame H3, cavalier F8, dame H4. Les blancs ont quand même l'initiative, mais pour l'instant il n'y a pas de mat sur la colonne H, mais c'est évident que les choses ne sont pas simples. Après cavalier E8, eh bien Liu va trouver un bon coup, c'est dame D3. L'idée est très simple, c'est de jouer dame H3 et dame H7. Donc là c'est vraiment l'attaque, et c'est aussi la tour H1 qui finalement est utile sans se développer, puisque la colonne H s'est ouverte. E prend D5, cavalier prend D5, cavalier C6, dame G3.
Et là, cette fois, c'est en H4 que Liu va aller attaquer le roi sur la colonne H. Là, on commence à voir quand même que les choses sont assez compliquées pour les noirs et que la position semble quand même vraiment difficile et peut-être même qu'elle est déjà désespérée. Et là, Donner joue fou E6. Fou E6 qui est considéré comme étant une erreur. Voilà, il fallait peut-être jouer F5, mais là on est dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler communément une poubelle, à savoir que la position noire après G prend F6 est quand même très très mauvaise et que les, les chances de survie des noirs sont quand même assez limitées. Mais après Fou E6, Liu joue Dame H4, F5, voilà. Dame H7 échec, Roi F7. Et là ici, Liu va terminer en beauté. Nous sommes au 15e coup de la partie. Alors il peut jouer tour H6 qui attaque G6 et il n'y a pas de moyen de défendre G6. Ça gagne prosaïquement, ça gagne tranquillement. Mais Liu va trouver un coup beaucoup plus élégant et qu'on peut voir quand même qui est assez facile à trouver pour un œil exercé. C'est Dame prend G6. Il sacrifie la dame, mais le roi se retrouve tissé dans un réseau de maths sur la colonne H. Roi prend G6, Fou H5, Roi F7, Fou F7, échec, Fou H6 seul coup, G6, échec, Roi G7, sur Roi H8, on prend en G6 et on mate en H7, et ensuite, eh bien, Fou prend H6, amène le mat, voilà, le mat en deux coups après, enfin c'est mat en trois. Après, Fou prend H6, Roi H8, et bien après on peut jouer Fou G5 ou Fou prend F8. Sur Fou G5, Roi G7, Tour H7 mat. Et sur Fou prend F8, Dame H4, Tour prend H4 mat. Voilà donc cette partie. Vous voyez qu'elle a été très rapide, 20 coups sur ça. En tout cas, les Chinois sont apparus dans le monde des échecs. Et même assez vite d'ailleurs, moins d'une dizaine d'années plus tard, ils terminent dans les 10 premiers des Olympiades, puisqu'ils finissent, je crois, 7ème en 1986. Et ils ont leur premier grand maître. Je crois il y a parmi eux il y a Ye Yangchuan. Voilà donc comment les Chinois ont commencé à apparaître dans le monde des échecs. D'abord d'ailleurs par leur force collective, plus que la force individuelle. Ça a été toujours la caractéristique des joueurs chinois, c'est que collectivement, eh bien ils ont un esprit vraiment très très fort et qu'ils ont vraiment d'excellents résultats en compétition par équipe plus que par individuel. Voilà donc pour cette courte vidéo introductive sur cette victoire de Liu, une partie qu'on appelle parfois l'immortelle chinoise. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et donc on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette série, quand la Chine s'est éveillée aux échecs, pour reprendre un livre d'un ancien homme politique qui s'appelle Alain Perfit.